6% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Lectra. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va faire le calcul de la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. On est sur Lectra, une entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique du cuir et du textile, principalement pour les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement. Donc déjà, il va falloir voir qu'on est sur un type d'industrie qui a donc potentiellement des marges assez élevées, étant donné que quand on vend un logiciel, qu'on le vende à une personne ou qu'on le vende à 1 million de personnes, les coûts ne changent pas. C'est-à-dire qu'on a des coûts fixes qui sont à peu près pareils qu'on soit 1 ou 1 million, par contre on n'a pas de coûts variables. Et ça, c'est très intéressant sur ce genre d'entreprise. Donc on aura forcément une valorisation assez importante. Ensuite on voit qu'en 2000, elle devient le numéro 1 mondial, et ensuite elle fait plusieurs acquisitions, etc. Donc maintenant on sait à peu près, voilà, donc la fabrication de machines pour les industries, logiciel de conception assisté par ordinateur, pour la création, développement du produit, logiciel de gestion de cycle de vie des produits, c'est-à-dire que vraiment, elle peut aller jusqu'au bout de la création du produit. C'est-à-dire, donc on voit la création, son développement artistique, sa production, et ensuite donc la cycle de vie des produits, etc. Et ensuite des systèmes de découpe automatique pour salles de coupe de tissu, cuir et airbag. Donc vraiment, on va aller prendre en compte tout ce qui est les sièges, les airbags, etc. dans les voitures. On va aller prendre en compte tout ce qui va être logiciel de découpe pour les marques de luxe, etc. Et ensuite l'ameublement. Donc on va être dans quelque chose qui va être quand même à peu près cyclique. Donc maintenant qu'on sait ça, on va aller regarder un petit peu plus loin. Donc on a une capitalisation à 1,2 milliard. On est sur un compte de résultats qui de 2017 à 2023 a fait pratiquement fois 1,5, entre 1,5 et 1,8. Donc ça c'est assez intéressant. On a un profit brut qui a pratiquement doublé, c'est-à-dire que nos marges se sont améliorées et ensuite on a un bénéfice d'exploitation qui donc arrive à peu près, on est sur une dizaine de pourcents. Donc là on est sur la marge opérationnelle qui arrive à peu près, on est à peu près sur une dizaine de pourcents. Et ensuite, en prenant en compte les taxes, etc., on arrive sur un EBITDA à peu près à peut-être 8%, peut-être même 9%, et ensuite sur un résultat net à peu près 7%. On va aller regarder tout de suite à ce niveau-là. Donc on est sur une marge opérationnelle, comme je vous l'ai dit, sur les alentours de 10 et une marge nette sur les alentours de 7. Donc c'est ce qu'on avait calculé ensemble. Maintenant, on voit que nos marges brutes ont tendance à stagner ou diminuer. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur 70, entre 65 et 70% de marge brute. Ce qui fait que c'est quand même assez important. Maintenant, on voit que les dépenses opérationnelles sont vraiment extrêmement importantes. On le voit à ce niveau-là. Ensuite, on voit qu'en 2023, donc on a une baisse de notre chiffre d'affaires. Pourtant, on a eu une augmentation de notre profit brut. Pourquoi? Parce que soit on a une dépréciation moins forte, soit on a un coût des marchandises qui a été moins fort, ce qui a été le cas. Ensuite, dans les dépenses d'exploitation, est-ce qu'on retrouve de la recherche et développement? On voit qu'effectivement c'est le cas, et on a des frais et ventes généraux donc qui augmentent. C'est-à-dire qu'on a un personnel qui augmente à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a vu à peu près les marges, etc., on va pouvoir aller regarder le nombre d'actions, on voit qu'il augmente, c'est-à-dire que potentiellement on continue à se financer à ce niveau-là. Ensuite, si on regarde le rendement du capital investi, on voit qu'il est de plus en plus faible, donc potentiellement elle n'a pas d'intérêt à aller augmenter son nombre d'actions. Donc maintenant vous faites diluer, à savoir un petit peu pourquoi, et rendement des capitaux propres, pareil, on passe de 20 à 7%. On va aller regarder un petit peu le bilan pour comprendre pourquoi. En 2017 et en 2023, on a fait pratiquement x3 voire x4 sur notre bilan. C'est pour ça que, évidemment, notre retour sur les capitaux propres est extrêmement bas. Ensuite, on a une dette totale donc, qui a augmenté. On est à peu près sur 129 millions, alors qu'en 2017, on n'en avait pas. Aujourd'hui, on est pratiquement négatif en dette, c'est-à-dire qu'on a quand même assez de liquidité pour pouvoir couvrir cette dette aujourd'hui. En termes de compte de résultats, on pourrait à peu près, donc sur seulement les revenus nets, la dette, elle correspond quand même à 3 à 4 fois le revenu net. Mais donc en termes d'EBITDA, on est à peu près sur voilà 79 millions, donc à peu près 2 fois les EBITDA en termes de dette, ce qui est tout à fait acceptable. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans le bilan? Est-ce qu'on a beaucoup d'immobilisation incorporelle? On voit que c'est le cas. Donc il va falloir retrancher ça du retour sur nos capitaux propres. Pourquoi? Parce que nos capitaux propres ont augmenté, alors que qu'est-ce qui compose nos capitaux propres? Ça va être surtout du goodwill, et on va voir un tout petit peu de marque. On voit que le goodwill, il n'a pas tendance à être déprécié, potentiellement parce qu'on continue de faire des acquisitions. Maintenant, dans le revenu hors exploitation, donc on voit que la dette ne correspond à peu près à 10%, donc c'est tout à fait acceptable. Et produits et charges hors exploitation, on voit que en moyenne, donc surtout dans les charges exceptionnelles, on a tendance quand même à quelquefois déprécier possiblement notre goodwill ou certains actifs. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir aller regarder un petit peu le cash flow. On voit que le cash lié aux activités d'exploitation est assez proche donc du bénéfice net.
Donc on est à peu près sur du 59 millions. Qu'est-ce qu'on prend dedans? On prend la dépréciation qui est à peu près au même niveau que le revenu net, quand même un petit peu plus bas. On a assez peu d'éléments hors trésorerie, donc on ne fait assez peu de dépréciation, même si on le voit à ce niveau-là, 7 millions, 1,5 million, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, on a déprécié des actifs comme notre goodwill ou comme certains brands. Ensuite, on voit qu'on a un fonds de roulement. Bon, on peut évidemment se dire qu'on ne le prend pas en compte. La dépense d'investissement qui est environ 3 à 4 fois inférieure à la dépréciation et amortissement. Plutôt 3 fois, voire 4 fois inférieure, comme je l'ai dit. Ce qui nous donne quand même une entreprise qui a possibilité normalement d'augmenter ses marges, étant donné qu'elle a moins de réinvestissement. Pourtant, on parle d'une marge opérationnelle de 11 à 10,39. Alors potentiellement en actuel, c'est-à-dire dans les derniers semestres, on a eu une marge qui était même beaucoup plus faible. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on était à 7,60. On va aller le regarder à ce niveau-là. Donc on voit que sur ces derniers trimestres, donc 2023, ça a été assez peu intéressant pour nous. Donc le fonds provenant des opérations même, notre fonds de roulement était assez bon. On voit que le revenu net était plus inférieur que les années précédentes. Et donc en termes de dépenses d'immobilisation, on voit qu'effectivement, ça a l'air de baisser. Ensuite, on a aussi donc l'achat d'entreprises. Donc on le voit que c'est à peu près tous les ans. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on plaçait quand même pas mal en goodwill parce qu'on continue de faire des acquisitions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du cash? Donc on va aller continuer d'émettre des actions. On va aller rembourser de la dette à part en 2021, mais c'est parce qu'on a fait une acquisition. Voilà, donc on a émis le montant de l'acquisition à ce niveau-là, au lieu de le faire en actions numéraires. Donc potentiellement, le nombre d'actions, ça va pas être forcément pour se financer, mais ça peut être parce que on va, au lieu de faire de la dépense d'exploitation et payer des frais de vente généraux, on va aller tout simplement émettre des actions pour pouvoir payer nos salariés. Et ensuite, on va verser un dividende qui a l'air d'être en constante augmentation. Donc on est à peu près sur un dividende qui se retrouve à 1,1% à l'heure actuelle. Donc on est à peu près sur 0,36 pour l'année 2024. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on n'a pas fait autant sur l'année. On a fait 0,90, ce qui veut dire qu'on verse à peu près 30% de notre dividende. On verse 30% de notre bénéfice en dividende, ce qui est assez bon ma foi, mais qui donc nous laisse place à une augmentation du dividende potentiellement si il n'y a plus de croissance sur ce genre d'entreprise. Donc on le voit en termes de dépenses d'immobilisation qui est assez faible à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a moins de réinvestissement à faire. Donc on gagne de l'argent du point de vue fiscal parce qu'on met de l'argent en dépréciation qui nous permet de baiser notre compte de résultat. Et donc pourtant on arrive sur un free cash flow qui est donc plus important, même si on devrait prendre en compte quand même l'achat d'entreprise, les dépenses d'investissement à moins 24 millions, ce qui nous donne 60 moins 25, on arrive à peu près sur 35 millions. Et ensuite avec les 35 millions, on va en verser la moitié en dividendes, et ensuite on va aller rembourser de la dette. Et donc normalement nos liquidités n'ont pas dû bouger d'un copec, non, on a quand même perdu 15 millions. Donc où est-ce que ce 15 millions se retrouve? Peut-être dans autre élément financier du cash flow, parce que il nous manque à peu près 15 millions, donc on les a utilisés en liquidité. Maintenant, à savoir dans quoi on les a utilisés. Ensuite, les analystes prévoient une bonne croissance. Alors, comment ça se fait qu'ils prévoient une croissance aussi importante alors que depuis un certain moment, on végète? C'est une question qu'il faut aller se poser. Il faudrait peut-être aller écouter les conférences call, etc. Ensuite, on voit à peu près que le revenu est assez bien diversifié. C'est-à-dire que notre première source de revenus correspond à peu près sur notre chiffre d'affaires. Donc, rappelons-le, qui était à peu près donc sur 477 millions. Donc notre premier revenu et notre deuxième revenu représentent à peu près 70%, donc à deux, on est sur 30%, 30%, 20%, 10%, etc., etc. Donc on est quand même assez bien diversifié. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires ne peut pas baisser de 50% parce qu'on ne vend pas qu'une seule chose, mais on en vend vraiment beaucoup. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, est-ce qu'on vend un abonnement? Est-ce qu'on vend est-ce qu'on fait des mises à jour, etc. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser pour ce genre de business. Maintenant, on va les regarder un petit peu en termes de ratio court-bénéfice. On voit qu'en moyenne, elle se paye quand même assez cher, ce qui est quand même assez bizarre pour une entreprise qui n'a pas forcément une croissance aussi importante que ça. On le voit d'ailleurs en 2021-2022, on a quand même eu notre chiffre d'affaires qui a bondi. Clairement, nos marges qui ont aussi bondi. Et pourtant, ensuite, en 2023, on a eu un ralentissement de la croissance. Donc ça, on l'avait vu en tout cas chez les marques de luxe, chez l'automobile, etc. Donc maintenant, il faudra peut-être écouter les conférences call pour savoir si oui ou non est-ce que l'année 2024, l'année 2025 vont être une bonne année pour cette entreprise.
En tout cas, aujourd'hui, donc au cours où elle ne constitue pas d'opportunité d'investissement étant donné qu'elle est valorisée à 36 fois ses bénéfices, qui est quand même assez cher pour une entreprise qui n'a pas de marge aussi élevée, qui n'a pas une croissance aussi élevée, et qui est quand même dans une industrie assez cyclique. Donc voilà, il faut faire quand même assez attention, parce que 50 millions de bénéfices pour une capi à 1,2 milliard, et on est même sur du 30 millions de free cash flow cette année pour une capi de 1,2, donc c'est vraiment extrêmement élevé. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.